Vous suivez l'actualité en doyen. Récemment, le Sénégal a connu 2 accidents macabres à 6 km dans la région de Kaffrine. 42 morts. Avant-hier, c'était à Sakal, 22 morts. Là, est-ce que c'est souvent les gouvernants qui sont à l'origine, je ne dirais pas à l'origine, mais qui ont laissé faire? Est-ce qu'il n'y a pas eu un effort à faire sur la ressource humaine, sur les Sénégalais en tant que tels, au niveau comportement, discipline et autres, pour éviter la récession démographique au moins? Écoutez, moi, ce débat, je vais le clore très vite, quoi, parce que le problème qui se passe là, les accidents de la route, le problème numéro 1, ça s'appelle la corruption. D'accord. Aujourd'hui, on a un parc automobile. S'il y avait vraiment un contrôle technique digne de ce nom, il n'y aurait pas d'embouteillage à Dakar. Ça, c'est clair. Parce que beaucoup de véhicules ne vont pas rouler. Beaucoup de véhicules ne rouleraient pas. Il y a le problème aussi de la responsabilité. Aujourd'hui, il y a une grève des transporteurs. Je pense qu'ils sont hyper... Ils ont du culot, quoi, les mecs. Ils sont au cœur de ce problème et ils font la grève. Ça, c'est une autre raison. Mais aujourd'hui, le milieu des transports, moi, je suis désolé. Ma lingère qui va à Diaganiao, là, à chaque fois qu'elle va prendre le bus pour aller voir ses parents, je vais avoir peur. On vit une situation complètement... c'est surréaliste. Plus on a des routes qui sont sécurisées, plus il y a d'accidents. Et la première mesure qu'ils nous prennent, c'est de dire on ne va pas rouler la nuit. Mais attendez, c'est un aveu. Tu ne roules pas la nuit. Mais si tu as une voiture conforme à ce que doit être une voiture, ta voiture elle peut rouler et le jour et la nuit. En disant on ne roule pas la nuit, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ont des véhicules hors d'usage. Je ne dis même pas hors d'âge, mais hors d'usage. Aujourd'hui, vous savez très bien, moi je suis allé, il y a des photos qui existent, vous allez aujourd'hui au bureau du contrôle technique, à la porte, vous pouvez louer un triangle, vous pouvez louer un extincteur à 2000 francs, vous rentrez, vous le présentez, on tamponne, vous sortez, vous le rendez et vous êtes parti. Et il y a des jeunes dont c'est le principal activité. À se demander, je ne veux pas être mauvaise langue, si ce n'est pas le service technique lui-même qui organise ce trafic. Ça, c'est une question. Et puis, il y a le problème aussi des lobbies. Le transport, les gens qui payent leur argent pour aller d'un point A à un point B, je veux dire, les transporteurs devraient aujourd'hui être responsabilisés par rapport à la manière dont ils prennent en charge ce service. C'est un service parce que les gens payent. Il y a 10 ans, peut-être 15 ans, il y a eu un plan de remplacement des cars rapides. Vous vous souvenez de ça, avec le CETUD. Payé par la Banque mondiale, payé, financé et tout. C'est là, c'est dans la poubelle. Pourquoi? Parce que simplement, on vit du désordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on suit ce plan-là, il va y avoir formation de coxeur, formation de chauffeur, formation d'apprentis. Vous allez laisser sur le carreau tous les gosses là qui ont organisé le trajet du car rapide, ils gagnent 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, et qui, bon gré mal gré, rentrent chez eux avec 1000 francs le soir. S'ils les ont plus, ça devient quoi? D'accord? C'est des questions comme ça. Mais ça crée un autre problème. Ça crée un autre problème. Maintenant, il faut trancher au truc, quoi. Aujourd'hui, les gens qui s'occupent du transport, c'est l'argent qui compte, c'est pas le transport. Et puis, arrêtons. J'ai écouté Charles sur une autre émission, sur un autre plateau, demander depuis quand Berlier et Saviem étaient fermés. Ils sont fermés depuis 81 ou un truc comme ça. Ça veut dire qu'ils ont il y a des voitures ici qui ne... Et puis arrêtons de défendre. Il n'y a plus de pièces de rechange. Mais je veux dire, et puis attendez, la responsabilité. Est-ce que vous n'avez pas évoqué... Abdoulaye Diouf a sauté pour 11 morts. Hein. Ouais. OK. Plus même. 11 morts. Il a sauté pour 11 morts. Ouais. Monsieur Faye ne saute pas pour 54 morts aujourd'hui. D'accord. La responsabilité, ça veut dire aussi prendre ses responsabilités. Les policiers, Charles parlait d'aujourd'hui, il me montrait les pneus qu'on peut éclater du bus. Le policier, vous prenez le jalonnement des policiers sur ce trajet-là. Les policiers qui ont contrôlé cette voiture, ces bus-là, et qu'ils ont laissé partir, les sanctionnés donneraient peut-être un exemple à suivre pour les autres. Ah, celui-là, je ne peux pas le laisser partir. Vous voyez, et à un moment donné, ça devient de la complicité. Laisser partir un car comme ça, c'est vraiment... c'est dû à la corruption dont vous avez évoqué tout à l'heure, notamment pour le corrupteur et pour le corrompu. Arrêtons de prendre Dieu pour un garçon commissionnaire, quoi. Il n'est pas là pour ça, d'accord? Il a autre chose à faire que de s'occuper de nous, quoi. OK? Aujourd'hui, vous avez en face du palais de justice des garades de mécaniciens qui, au lieu de vous vendre
un flacon de liquide frein à 3000 francs, vous achetez pour 1000 francs du savon de Marseille pilé dans un truc. Bon, le mec, il met ça en guise de liquide frein. Puis comme il a mis la photo du marabout, là, quand il descend le truc de la tour de la Renaissance et qu'il freine et que ça ne répond pas, et qu'il va percuter les mecs dans la pharmacie des Mamelles, c'est que Dieu n'était pas dans un bon jour, quoi. Ça suffit. Donc le mal est profond et c'est à tous les niveaux. Mais c'est à tous les niveaux. Bon, on va parler de route, mais parlons de bâtiments, parlons de tout. Moi, je dis toujours, le Sénégal, c'est le pays où on dit, quand on jure, au nom du pèse, du fric et de la sainte triche. Et c'est malheureux. Voilà. Doyen Charles, vous l'avez entendu, Doyen Correa, le bureau d'information gouvernementale a parlé de 745 morts par an dus à ces accidents routiers. On a vu le gouvernement, à travers ce conseil interministériel, prendre 22 mesures. C'est maintenant 21 mesures. On a levé les porte-bagages sur les bus. Aujourd'hui, quelles sont les mesures concrètement qu'il faut prendre pour moins arrêter ou freiner le mal sur nos routes? Sanctionner. Bon, écoutez, moi, les mesures, je pense que pour les donner, c'est soit les partis politiques d'opposition qui sont en train de se battre. Tiens, on ne les entend pas à propos de ces accidents. Je pense que c'est le moment ou jamais de se prononcer, peut-être de donner des mesures. Il y a des enjeux. Bon, on parlera de. Il ne faut pas dévoyer ou déflorer le programme qui sera mis en place, le programme politique qui sera présenté aux Sénégalais. Si tant est, il y a des programmes qui sont présentés. Non, je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas de mesures, pas de proposition à faire. Que l'État, sinon, l'État doit assumer sa responsabilité. Parce qu'apparemment, les propositions ou bien les lois et règlements qu'il faut suivre sont déjà là. Vous savez, quand vous me dites de ne pas circuler de 23h à 5h du matin, ça s'appelle restriction des libertés. Exactement. C'est comme avez-vous le droit? Voilà, c'est une restriction des libertés. Est-ce qu'en roulant le jour, on fera moins d'accidents que la nuit? Possible. Mais quelles sont les études qui sont? Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on est parti, on a sorti des tiroirs, des réflexions qui avaient été faites depuis très 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 longtemps. On les a remises sur la table très rapidement. Et par un hasard terrible, une semaine après, on a 22 morts. 64 morts. 64 morts. On ne s'émeut pas, on ne s'arrête pas, on ne démissionne pas. On est là, on essaie de... Voilà, on sait très bien, demain il va encore avoir des accidents, peut-être encore plus durs, on ne le souhaite pas, mais il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se réveille. On n'a pas sommeil encore. Voilà. Bon, alors moi je ne sais pas comment nous fonctionnons quand vous avez vécu le bateau le Joola. Quand même, dans un bateau qui est 4 fois ou 6 fois plus petit que le Titanic, qui fait plus de morts que le Titanic, vous vous posez des questions. Hein, quand même, Titanic, c'est quand on voit la zone géographique avec la mer, la glace et tout ça, et nous sur un petit bateau, on arrive quand même à avoir près de 2000 personnes qui décèdent. Il faut être chez nous pour le faire. Bon, après, vous avez, on accepte des bus de 50 places, déjà des bus qui sont vieux de plusieurs années, qui arrivent de 50 places, ben, on les change pour les amener à 70 places. On va accepter de mettre dessus une surcharge sans calculer les... Des bus qui arrivent encore malgré l'interdiction d'importation des véhicules de plus de... Oui, mais ça veut dire qu'il y a un très grand problème. Hein. La physique, les lois de la physique sont tous les jours insultées au Sénégal. Nous avons un problème de comportement. Vous savez, tout à l'heure, je regardais le match des jeunes, je ne sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs, contre l'Ouganda. 0 pour... Voilà, et je vois des problèmes d'attitude, je vois des problèmes de posture, je vois des problèmes de stature. On a un problème, un sérieux problème de ce point de vue, qui est notre comportement de tous les jours. Je suis désolé, on ne peut pas avoir un problème de comportement, un problème d'attitude, un problème de stature, de posture, tous les jours, et ne pas le montrer sur la voie, sur la chaussée. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes ce que nous sommes. S'arrêter pour régler cela. Mais oui, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la démission du ministre des Transports, Infrastructures et Désenclavement, Mansour Faye, qui a opposé un niet catégorique à cette démission-là. Est-ce que quand on voit le comportement des usagers, des clients, notamment des chauffeurs, est-ce que c'est de sa responsabilité si on assiste à ces accidents-là? Mais moi, dire aujourd'hui qu'il est responsable de ces morts, il a une fonction. C'est clair. C'est clair qu'il a une fonction, n'est-ce pas? Et qu'il devrait peut-être en répondre. Mais écoutez, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a eu un accident dans la nuit du samedi au dimanche. On a eu 39 morts. La semaine d'après, dans la nuit du dimanche au lundi, nous avons eu 21 morts. C'est-à-dire,
en une semaine, nous avons perdu 64 personnes. On oublie toujours les blessés. Hein. Voilà. Ouais. Et on oublie les blessés qui, dans certains... oui, il y a des blessés très graves, et puis après, les handicapés à vie, et tout ça. Il y a chez nous... Attends, parce que les assurants ne veulent pas jouer leur rôle, puis qu'en plus, ils ne sont pas assurés. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font D'ailleurs, que... ça fait partie des chefs d'accusation sur les 2 propriétaires de Oui, de mais bus, les véhicules n'étaient pas bon, assurés. ça c'est la chose la plus facile chez nous, la justice qui envoie les gens en prison. Une justice violente, nous avons une justice très violente. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de prévenir. On prie très facilement pour les morts ici. Nous sommes devenus des spécialistes des prières mortuaires. Non, c'est très facile. C'est très facile. C'est pas de ça qu'il s'agit, de prévenir. Mais on prévient en amont, on prévient quoi? Quand on vous dit qu'un plein, vous l'achetez neuf, on vous dit, bon voilà quoi, les sculptures sont faites à 8 à 9 cm. Bon, quand ça arrive à 1 cm, ça veut dire que pour éviter que la roue soit très lisse, tout de suite il faut la changer parce qu'elle peut exploser. En plus, attendez, vous n'êtes pas dans un pays froid, quoi. Vous êtes au Sénégal où la température peut monter jusqu'à 35 degrés. Kédougou, ça peut aller jusqu'à 40 degrés. Donc vous imaginez sur l'asphalte les conditions atmosphériques, la physique et tout ça. C'est-à-dire, on va à l'école, pourquoi? On apprend ces choses-là, pourquoi? Moi, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, tout ce qu'on apprend là, au fond, c'est pourquoi? L'application fait plus. L'application, sommes-nous bien éduqués? Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ose regarder, en commençant par moi, je me dis les choses, nous sommes mal éduqués. Nous ne sommes pas éduqués. Nous, les comportements des Sénégalais dans la circulation, les comportements des Sénégalais partout, en commençant par le mien, ce sont des choses qu'il nous faut oser mettre sur la table. Effectivement. Les sanctions pourront au moins amoindrir ces effets-là de nos mauvais comportements. On a vu aujourd'hui, ces sanctions-là. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres vient d'adopter le permis à points qui va entrer en vigueur. Mais nous avons le permis à points, mais là... nous avons un permis à points, mais vous ne pouvez pas... Il y a 2 millions de faux permis, tu enlèves les points. Oui, mais c'est pire encore. Le directeur du CETUD, il y a 2 ans, annonçait 2 millions de faux permis en circulation. Ouais. Vous allez enlever des points à quel faux permis? Oui, mais il y a pire, Jean-Pierre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais des permis à points, mais tu ne pourras travailler sur les sanctions que dans 3 ans. Alors pourquoi les avoir fait? Pourquoi ne pas faire les choses en même temps? Les choses se réfléchissent avant, on les fait. Aujourd'hui, rien. Moi, je dis qu'il faut faire de notre indiscipline. Et l'indiscipline est une question d'éducation. Il faut faire de notre indiscipline un fonds de commerce. Ça paye. Ça paye. Quand vous allez en Europe, vous allez en Allemagne. Pourquoi les Allemands sont-ils devenus si disciplinés? Il y a un consultant de la sécurité routière qui a fait la même proposition. Mais oui, pour moi, je le dis depuis des années. Ça peut financer la sécurité routière, tous les programmes. On n'est pas plus indisciplinés que les Français. Hein. Moi, si je vais à Paris, je peux garer ma voiture sur les Champs-Élysées, au milieu, rentrer dans une salle de cinéma pendant 3 heures, ressortir. Si j'ai 500 € pour aller la récupérer à la fourrière, c'est bon. C'est-à-dire, il faut taxer les gens, il faut faire payer les gens. De la même façon que dans l'espace urbain, les gens qui détruisent un immeuble et qui laissent des détritus, des gravats comme ça sur le trottoir, vous les faites payer 50 000 francs par jour de présence de gravats sur le trottoir. C'est-à-dire, j'ai marché il y a 1 mois et demi à Cotonou, je marchais sur la route. Sur la route. Puis il y a un mec qui s'arrête, qui freine, qui descend, qui me dit « Monsieur, vous êtes une personne âgée quand même ». J'ai dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Monsieur, marchez sur le trottoir. J'avais perdu l'habitude de marcher sur le trottoir. Je me suis rendu compte que depuis 10 ans, je marche sur la chaussée. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir. Ça aussi, c'est un aspect. Vous avez, il y a des quartiers aujourd'hui, comme le Point E, où les choses montent en hauteur. Il y a des quartiers à Dakar où, Mare d'Italie, s'il y a un problème, les pompiers ne rentrent pas. Mais Jean-Pierre, ça a été le cas avec l'incendie de la zone de captage récemment. C'est une sorte de comportement. C'était difficile d'accès en tout cas. Et encore, on repart de corruption parce que dans ce cas-là, les autorisations de construire, elles sont bien délivrées par une direction de l'urbanisme. D'accord? Je ne sais pas, moi. Et moi, j'ai tellement le vecteur corruptif en tête que j'imagine que tu vas avoir un trafic au niveau des autorisations de construire. Parce que les immeubles qui s'effondrent sur les gens, tous les ans, il y a des catastrophes. On n'a jamais vu un architecte, comment on appelle ça, un mec qui conduit les travaux, là, un entrepreneur, et tout, jamais, je n'en ai jamais vu au tribunal. Parce que souvent, les constructions, les propriétaires ne font pas appel à ces métiers-là qui ne sont pas valorisés dans notre pays. Je dis encore une fois, on apprend pourquoi. On habite un immeuble de 6 étages. Vous êtes un locataire, un nouveau locataire. Comment vous faites monter vos meubles?
au 6e étage. Ouais. Vous n'avez Souvent, pas les d'ascenseur. escaliers même ne vous permettent pas d'acheminer. Vous n'avez pas d'ascenseur. Ouais. Vous faites monter par les balcons. Moi, j'ai vu des choses comme ça. Ça veut dire, il nous faut comprendre ce que nous voulons. Il nous faut changer pour tendre et aller vers ce que nous voulons faire. Nous ne pouvons pas, un peuple indiscipliné ne peut pas développer un pays. Ce n'est pas possible. Faut changer le logiciel. Voilà, c'est un logiciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous changeons de mindset. Quand vous allez aux États-Unis, il y a 3 choses qu'ils vous disent. Ils vous disent mindset, best practice et delivery. C'est des impératifs pour le développement. Oui. Donc, avoir un état d'esprit, avoir les meilleures pratiques et respecter les délais de livraison. Ok, très bien. On va venir ici. On va voir sur le mindset, c'est quoi notre état d'esprit. Regardons. Et il faut qu'on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on se parle sans concession. Que ce soit en Wolof, en Pulaar, en français, en Jolaito, mais qu'on se parle et qu'on se dise les choses et sans concession, sans avoir à être violent, sans avoir à être méchant, mais nous dire nos vérités. Après, on regarde nos pratiques. Comment sont nos pratiques? Regardons nos pratiques. Nous sommes corruptogènes. Nous sommes, ça veut dire tous, nous avons cette propension. Égoïste surtout. On peut être égoïste. Oui, mais on peut être égoïste et ne pas être corrompu. Attention. Assez souvent, on va s'attaquer. Moi, je ne parle pas de ces choses-là. Moi, je parle d'autres choses, de faits. Je dis aujourd'hui, les bonnes pratiques. Vous pouvez être l'homme le plus égoïste au monde et avoir de bonnes pratiques. Par contre, vous êtes égoïste. Vous voulez tout pour vous, mais vous avez des pratiques. Oui, vous respectez les choses. Après, le délivrer, dites-moi aujourd'hui, quel rendez-vous prenez-vous et que les gens viennent à l'heure? Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous commandez pour l'avoir dans les délais de livraison qui ont été... Rien n'est respecté. Nous ne respectons rien du tout. Nous ne respectons rien du tout. Et après, on en arrive à... Je veux dire, ça devient une habitude, on vit avec, et la vie, on finit par ne pas la respecter. Et c'est dans ce pays comme le nôtre, on commence, nous sommes le 18 janvier, combien de morts y a-t-il eu du 1er à aujourd'hui? Il y a beaucoup. Quand tu parles de comportement, on s'est tous émus, je ne sais pas si on va en parler, du rapport de la Cour des comptes. On va en parler. Ça fait beaucoup de bruit. On va en parler après. J'arrive. Ça fait beaucoup de bruit. Mais quand tu parles de comportement, il y a des Sénégalais qui tranquillement, de façon totalement presque inconsciente, ont fait faire, par exemple, dans leur service, dans l'administration, 200 photocopies pour leur enfant. Il y a plein de Sénégalais qui ont pris un jour leur téléphone pour appeler Paris pendant 1 heure. Ou New York, ou Milan, ou tout ça. Pour eux, c'est pas grave, c'est 5000 balles. Mais si on leur met 50 millions, c'est pareil, donc c'est qu'une question d'opportunité. D'accord? Ils ont détourné 5000 balles sans faire attention. C'est pas un problème, vous voyez? Donc, faut vraiment, avant de changer le Sénégal, je pense qu'il faut changer les hommes. Il faut changer le Sénégal. Et on va parler de ce qui devrait changer les hommes, la politique, avec ces tournées des acteurs politiques. Mais avant, on va parler de l'avenir de Benno Bokk Yakaar. On a vu récemment cette déclaration de Abdoulaye Wilane qui avait annoncé aujourd'hui même la tenue d'une réunion de bureau politique pour évoquer leur compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, s'ils auront un candidat en 2024 ou pas. Est-ce que là, on ne peut pas dire que c'est déjà le divorce entre le Parti socialiste avec Benno Bokk Yakaar? Ils sont divorcés depuis longtemps, depuis 2019, c'est fini. Après, quand même, il faut savoir partir et renoncer aux prébendes, il faut savoir partir et renoncer aux privilèges. Et se remettre tout en assumant un bilan, parce que c'est un bilan qui est partagé. Est-ce que les responsables du PS sont dans cette dynamique-là? Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam mais ça, c'est fini sans le savoir. Je suis désolé, beaucoup de respect pour eux, mais c'est fini. C'est fini. Le PS d'aujourd'hui, c'est qui alors? Si on écarte le PS d'aujourd'hui, si vous parlez du PS d'aujourd'hui, les Sénégalais vont vous dire Khalifa Sall, alors que Khalifa Sall n'est pas du PS. Ils pourraient le revendiquer. Ouais. On va vous parler de Barthélémy Diaz, alors qu'ils ont été... Voilà. Donc, pour dire quand même chez les Sénégalais, le PS est très loin. Et comme un peu partout, il y a un mouvement qui se passe aujourd'hui dans le monde politique, qui fait que les partis classiques, traditionnels disparaissent au bénéfice. C'est la nouvelle ère de leadership, peut-être de populistes ou de choses comme ça. Donc, le PS aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour Benno Bokk Yakaar? Mais c'est fini, Benno Bokk Yakaar. C'est fini. Vous pensez qu'ils auront un candidat pour 2024? Benno Bokk Yakaar n'aura pas de candidat. L'APR va avoir son candidat. Maintenant, on pourra vous parler de Benno Bokk Yakaar pour tous ces partis dont
voilà, dans le comité directeur, je tiendrai dans une cabine téléphonique pour reprendre une vieille... voilà. Mais non, pour moi, le Benno Bokk Yakaar, c'est fini. C'est fini. C'est l'une des coalitions qui a eu beaucoup plus de longévité. Mais quand vous restez pendant autant d'années, je veux dire, avec les privilèges que ça, vous restez. Oui, et puis ils ont avalé beaucoup de couleurs aussi. Mais par rapport à ce que Charles disait, le PS, pour moi, les gens le voient à travers effectivement un candidat. Bon, on voit Khalifa Sall ou Barthélémy. Parce que c'est ce qu'on sent, Wilane, à l'entendre. Maintenant, le problème, il est... je pense qu'on a enjambé un truc là. Avant de parler de Benno Bokk Yakaar, il faut quand même parler, parce que de la candidature ou non du président de la République actuel. Ah, maintenant c'est clair, hein? Vous croyez? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, moi. La vente des cartes, les cérémonies d'investiture, on va directement vers une troisième candidature. Là où justement l'histoire du PS est intéressante, c'est que quand bien même le président de la République pourrait se représenter et qu'il y ait un candidat du PS, je ne suis pas sûr que dans l'état actuel des choses, le président de la République ne finisse pas troisième. D'accord? Ah bon? Ouais. Troisième aux élections de 2024. Oui, c'est une éventualité. Absolument. Parce on est presque dans l'irrationnel. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, vous prenez une chèvre, vous lui mettez le collier Yaoui, on va élire la chèvre. Hein. Malgré tout ce qu'il a fait. Hein. Et je dis que son bilan, sur bien des aspects, a été... il va rester dans l'histoire du Sénégal, au moins dans le béton, dans le goudron, et tout. Il a fait des choses, d'accord? Mais aujourd'hui, ça devient viscéral. Et je ne pense pas, on n'est pas, aujourd'hui en 2023, on n'est pas en 2011, vous voyez? Et qu'en 2011, il y avait le forcing de Abdoulaye Wade. On l'a combattu avec toi, on l'a combattu avec une chanson. Ya Waron, Ya Waret, ok? C'était gentil. Le reniement. C'était plutôt gentil. Je relisais dans le livre de Chéri Rimsek, justement, le discours du président de la République le 25 mars 2012 au Radisson, où il a commencé son discours en rendant hommage aux martyrs de la démocratie. C'est-à-dire, il a rendu hommage aux gens qui étaient morts en 2011, 2012, à la place de la nation et sur d'autres scènes, sur d'autres espaces de contestation, pour défendre, parce qu'ils étaient contre le troisième mandat de Wade. Et bien ce discours-là, qu'il a fait le 25 mars 2012 au Radisson, en commençant son discours par là, je pense qu'il devrait aussi penser à ce que sa candidature, puisqu'elle est vécue comme ça, même de façon irrationnelle, pourrait engendrer de turbulences hasardeuses qui peuvent nous mener on ne sait pas où. Même si entre-temps le concept a largement évolué. Hein. Quel concept? Les enjeux d'une troisième candidature. Mais écoutez, écoutez, le mieux, c'est que... Bon, mon avis, je donne mon avis. Parce que moi, j'ai pas envie que les mecs, en allant cramer la maison de son cousin, crament la mienne, en chemin. D'accord? C'est aussi con que ça. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui ont... il faut qu'on se réveille et qu'on dise qu'on a besoin de paix, parce qu'on est un pays en paix. J'ai pas envie, moi, de vivre ce que j'ai vécu il y a 3 semaines à Bamako, où pour aller manger une pizza, il faut passer devant un portique avec 2 mecs en Kalachnikov, vider son sac et tout, rien que pour manger une pizza. J'ai pas envie d'en arriver là. Je suis un pays en paix. Et puis, en fin de compte, j'aimerais aussi que ce pays sache que les hommes politiques ne peuvent pas prendre toute une population en otage. D'accord? Il y a des jeunes aujourd'hui, au hasard, qui ont emprunté quelques millions à une banque pour créer une société, pour faire vivre 10 familles et tout, et qui se battent tous les jours pour faire marcher cette boîte. Qui risquent de voir leur investissement anéanti. Anéanti, pourquoi? Parce qu'il y a un président qui veut sauver 10 personnes, et il y a un mec qui... On a perdu 3 ans avec une histoire de corne-cul, de salon de beauté. Il y a 3 ans qu'on est paralysé par ce truc. Par une seule actualité. On est pris complètement en otage par une caste politique qui n'a rien fait pour le Sénégal, qui
qui n'a pas produit un franc pour le Sénégal. D'accord? Pas un franc. Tous, il n'y en a pas un qui a produit un franc. D'accord? On les Et pourtant, actuellement, ils sont tous en train de mener des campagnes à l'intérieur du pays. C'est le cas du Némékou Tour de Ousmane Sonko qui va se poursuivre. Ils ont déjà procédé à la levée de fonds. Ouais, 333 millions de francs CFA. Khalifa Sall, Motali, 300 millions de francs CFA, c'est 2 jours de campagne. Oui, exactement. Mais ce n'est pas trop tôt d'avoir engagé cette bataille pour 2024. C'est pas celui qu'on vous montre qu'il faut regarder. Là aussi, ce n'est pas une responsabilité de l'opposition. On ne peut pas impulser cette responsabilité-là à l'opposition. On ne peut pas engager très tôt cette bataille-là pour 2024. Alors que l'urgence est ailleurs. Pourquoi ne pas amener les Sénégalais à... C'est son calendrier. Il a un calendrier qu'il faut respecter. Moi, je pense qu'il a un calendrier qu'il faut respecter. Encore que je vais revenir un peu sur le président Macky Sall. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il se présente en 2020. Ah bon? En 2024. Malgré la vente des cartes, Ismaël Madior Fall qui prévoit de vendre 2 millions de cartes, c'est quasiment le fichier électoral. Oui, mais bon, je ne vois pas. Et la sortie du PS, et je disais que le président avait besoin d'être aidé, le message peut-être peut être compris. Parce qu'aujourd'hui, ses meilleurs alliés, justement, ce sont ceux-là qui vont lui faciliter une sortie en beauté. Et ça peut se manifester dès à présent afin que la pression vienne peser sur lui-même et sur l'APR et peut-être partir sur un projet avec un Benno Bokk Yakaar qui pourrait se retrouver autour peut-être d'un candidat qui ne serait pas forcément celui de l'APR. Sinon, chacun irait de son côté, assumera ce qu'il doit assumer et peut-être aller à la conquête des voix. Mais pour ce qui concerne Yewwi qui est en train de faire son tour, le PASTEF, c'est normal. Il a compris. Et il a compris que c'est quand même quelqu'un... Ousmane Sonko a gagné une bataille sans avoir levé le petit doigt. C'était la bataille des réseaux sociaux. Il a conquis le Sénégal à travers les réseaux sociaux. Mais non, il comprend. Il comprend qu'il faut conquérir le Sénégal par l'intérieur. Donc il va faire le tour. Mais aussi, comme l'a dit Jean-Pierre Correa, quand on parle de 333 millions, moi ça m'a fait tiquer 333 millions, 333 000 francs. Je me suis dit, bon, pour nous autres et qui sommes très bons en kabbalistique, tu sais, le fameux chiffre 9, 18 par, tu vois, ça te donne toujours 9, quoi que tu puisses faire, et qui, le nombre par excellence de l'ange Michel, donc nous on sait très bien ce que ça veut dire. Je dis, bon, c'est une communication qui est très à droite quand on sait qu'au Sénégal, très rapidement, pour les initiés, pour celles qui on peut dire des choses comme ça. Bon, voilà. Mais pour moi, il a commencé depuis et qu'il est dans l'autre étape. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé d'abord par mettre en place, par structurer, en faisant venir quand même des cadres qui aujourd'hui viennent gonfler le parti. Il est dans le Némékou Tour et demain, il va à la conquête. Maintenant, c'est le cas pour Khalifa Sall aussi, avec son Motali. Alors, Khalifa Sall, qui a il y a quelques jours, de 2009. Et oui, avec son fameux papier qui a été publié hier ou avant-hier, ou vraiment. Donc, on est en année préélectorale. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, moi je vous disais que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, cette motion de censure, n'était qu'un test de préliminaire. Donc les gens commencent à poser, les leaders politiques d'envergure commencent à avancer leurs pions sur les Est-ce que ça ne risque pas de les affaiblir? Ousmane Sonko qui va de son côté, c'est le cas pour... Mais Ousmane Sonko, vous ne pouvez pas faire pour que... Non, il est difficile de penser qu'en 2024... On a un tour KO. On va au deuxième tour. Vous voyez Ousmane Sonko en dehors des deux tours, comment dire? Khalifa Sall aussi, on peut dire la même chose de Khalifa Sall. Je pense que ce qui va se passer là, moi je ne crois pas non plus qu'il va se présenter. Je pense qu'il va prendre la mesure de l'histoire avec un grand H. Et moi, au contraire, je pense que tout ce que vous dites, là, les ventes des cartes, l'agitation, avant, les gens qui parlaient du troisième mandat, c'était sporadique. Maintenant, c'est tous les jours. C'est une cascade effrénée. Je pense, comme ça, avec un peu de malice, qu'en fait, il fait monter ça, allez-y, 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 pour pouvoir dire avant le 4 avril, quand on va réceptionner le BRT, tout ça et tout, j'ai décidé que, j'y vais pas. D'accord? J'y vais pas. Récupérer du capital sympathie, mettre ce capital sympathie au profit d'un candidat qui va lui garantir, ma foi, sa sortie. Et pas la bifurcation vers Rebus, comme on a fait avec Karim Wade. Et ça, aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi,
c'est que les enjeux dont on parlait tout à l'heure du Sénégal méritent mieux que attendre de tout ça d'un homme providentiel. C'est fini. Que ce soit Sonko, que ce soit Khalifa, que ce soit qui que ce soit. Aujourd'hui, les enjeux qui sont en vue dans le Sénégal méritent mieux que le pouvoir d'un homme qui, même s'il a gagné la bataille des réseaux sociaux, mais il en a fait un espace irrespirable, où les gens peuvent planquer derrière leur anonymat, dézinguer tout ce qui est de la pensée, tout ce qu'ils pensent, tout ce qui est de la raison et tout, et faire du terrorisme intellectuel par rapport à tous les gens qui ont un point de vue différent du leur. D'accord ? Ça, par contre, il faudra qu'un jour, ils se déterminent. Et c'est désastreux pour le Sénégal. Mais évidemment, évidemment. On est divisé, ce n'est plus une nation. Personne n'ose prendre la parole, même les gens qui ont des choses intéressantes, intelligentes à dire, qui pourraient apporter des choses à la population, se taisent et ne disent rien. Le cas du professeur Boy, l'autre jour, qui a fait une chronique, qui a fait l'effet d'une bombe, parce que simplement, on a perdu l'habitude qu'un intellectuel dise « Écoutez, voilà comment ça se passe. Ok ? On a perdu l'habitude. Et aujourd'hui, pourtant, ça faisait la force de la démocratie sénégalaise, pouvoir exprimer toutes les sensibilités. Vous êtes trop jeune, vous. Moi, je sais d'où on vient, quoi. D'accord. Moi, j'habitais le plateau, vers le lycée Vent, là, vers le lycée Lamingé. Je me souviens, petit, en face de chez moi, il y avait Djimo Marguet, à côté, il y avait Ibrahim Seydou, il y avait Kebamba, il y avait mon père, il y avait Guy Habert, il y avait Boissier Parin, il y avait Général Fall, et tout. On était petits, hein. On sortait de la maison pour aller jouer, on les croisait, on se faisait pipi dessus. Tellement les mecs, ils étaient chargés. D'accord. De forte personnalité. De personnalité, de probité. De probité. Exactement. Et tout. Mais même leur chauffeur avait plus de classe que beaucoup d'entre eux dans mise aujourd'hui. Ça, c'est révolu maintenant au Sénégal. C'est complètement révolu. C'est-à-dire on a désacralisé complètement la fonction de responsable politique. C'est-à-dire que ils avaient de l'envergure, ils avaient de la vision, et aujourd'hui, on a des clans avec des Nyefantekat, quoi. D'accord ? Des gens qui s'affrontent. Ils s'affrontent. Ils sont même prêts à en venir aux mains. D'accord ? Il n'y a plus de débat d'idées. Il a connu l'université, lui, quand il était jeune, au moment où il y avait nos grands frères qui s'appelaient Batili, qui s'appelaient Djiboka, qui s'appelaient... mais l'université était un bouillonnement spirituel extraordinaire. Il y avait des profs, il y avait Doutsine, il y avait une diffusion d'histoire. Moi, je suis un promotionnaire de Souleymane Bachir Diagne. On était dans la même classe, en seconde, en première, en troisième, en seconde. Après moi, on m'a viré, je suis parti à Saint-Louis. J'ai vu, moi, des gens comme Souleymane Bachir Diagne qui ont du savoir, qui ont des choses à offrir à ce pays et tout. Ils sont là, ils sont obligés d'aller enseigner à Columbia. Parce qu'on ne les écoute plus. C'est le même cas, c'est le cas des journalistes même. Le courage de Charles, par exemple, de venir analyser, faire une analyse pointue de l'actualité, ce n'est plus le courage de beaucoup de chroniqueurs au Sénégal. Non. On risque d'être. Est-ce que je dirais courage de chroniqueur? Je ne sais pas, c'est peut-être comment on aborde les questions. On est trop partisans. Partisans, on est partisans. Moi, je suis partisan. Moi, je suis partisan. Moi, je suis partisan du Sénégal. Voilà, moi, je suis partisan du Sénégal, c'est pareil. C'est-à-dire, je dois avoir une fibre très libérale. Je suis libéral, ça, je l'affirme, je l'assume. Mais je suis partisan du Sénégal. Et je considère qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des dérives terrible, mais parce que tout simplement, on n'a pas d'argument. Quand on est pauvre d'arguments, quand l'argumentaire n'est pas là, arrive la force, et la force, c'est la bêtise. Elle peut être très bête. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un rapport de force qui en appelle à la violence, qui en appelle à la force, et qui en appelle à tout sauf l'intelligence. Alors que nous sommes dans une année d'intelligence. Je considère que 2023, pour moi, est l'année des intelligences. Exactement. De celles qui pourraient s'asseoir, pourraient trouver le compromis politique et historique. Justement, pourquoi historique? Parce qu'on devrait arriver à ce qu'on est pour la première fois un président de la République élu et pas chassé. D'abord, qui organise une présidentielle dans laquelle il n'est pas candidat et à l'issue de laquelle on a un président élu venant peut-être de son camp ou de l'opposition et que le lendemain, tout le monde aille travailler comme on l'a toujours fait. Parce que pour la première fois, on a un président qu'on va élire et qui n'est pas là parce qu'on a chassé l'autre. Oui, pas de dégagisme. On a toujours chassé quelqu'un. On n'a encore pas
Vous ne faisiez jamais de choix. On n'a pas fait de choix. Voilà. Et ça, il serait temps qu'à l'heure où on est, par rapport toujours à ce qui nous attend, il y ait des conjonctions d'appareils pour prendre conscience qu'il y a 17 millions de Sénégalais qui ne vont pas être les otages de 300 clampins, quoi. Alors, ce que vous dites, c'est qu'au cas où le président Macky Sall ne serait pas candidat, mais vous l'avez évoqué en cette division de la nation sénégalaise, on va évoquer le sujet qui est à l'origine de tout cela, c'est le procès ou ce dossier-là, Sonko Adji Sarr, avec cette décision du doyen des juges, Maham Ka, d'envoyer cela à la chambre criminelle. Ça vous inspire quoi, Charles Faye, malgré le déroulé des auditions, les histoires des fichiers audio et autres déclarations? Mais écoutez, quand vous amenez cette affaire à la chambre criminelle, à un procès où il est question de deux choses, menace de mort, viol, eh bien, il va falloir que cela s'avère, sinon c'est en non-lieu. En l'état, c'est des crimes graves. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Hein. Je répète encore ce que j'ai dit. Je répète ce que j'ai dit. À partir du moment où cette affaire va au procès, pour des accusations qui doivent être menace de mort et viol, il va falloir que cela soit avéré. Si ce n'est pas le cas, c'est en non-lieu. C'est un non-lieu. Donc, c'est tout. Le procès s'impose dans tous les cas. Qu'il y aille. Non, c'est pas que le procès s'impose, c'est la patate chaude. C'est-à-dire que c'est une manière de se débarrasser de la patate chaude aussi. Moi, je veux bien voir, qu'on a une justice, bon, même si elle obéit, bon, moi, ce truc est incompréhensible. Mais bon, je pense que je fais confiance à la justice, et que ma foi, en mon intime conviction, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de menace de mort. Point. Okay. Donc, je pense qu'il y a des magistrats ici qui vont dire que c'est un foutage de gueule magistral et que, bon, il serait temps que la comédie s'arrête. Elle a déjà fait 14 morts, il serait temps... Mais au moins évacuer le dossier. Mais c'est un problème qu'il faut vider. On n'a pas eu 14 morts pour rien. Bon, maintenant, les Sénégalais sont une religion. Je veux dire, moi, ma religion, j'étais pas là, j'ai pas tenu la chandelle, mais bon, si ma foi, il l'a pas violé, il l'a pas menacé de mort... Il nous a niqué, quoi. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Oui, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est pas. On peut pas. Il s'agit de menaces de mort. Mais déjà, est-ce que établir cette relation-là ne peut pas nuire à l'accusé aujourd'hui? Il va au procès parce qu'il est inculpé de menaces de mort et de viol. Et tout le monde sait que ça, c'est faux. D'accord. Donc, il y va. Sans amener 300 000 jeunes derrière lui au palais. Abdoul Mbaye est toujours allé au palais tout seul, répondre aux magistrats tout seul, sans aucun militant. D'accord. Il y va, on le juge, j'ai confiance en ma justice qui va dire mais c'est un foutage de gueule, monsieur Sonko, au revoir, bon et mes couteaux, allez-y. Mais est-ce que ça risque de se passer comme ça? Je dis encore une fois. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas préjuger de ce que va dire le tribunal. Mais je retiens deux choses. Attends, on va préjuger parce que le juge là, il a une maison. Non, je veux dire, il faut... Des dispositions ont été prises dans ce sens pour sécuriser le pays. Ça veut dire, il faut que nous fassions très attention afin que la fonction du juge, que le juge soit respecté. Absolument. Voilà. Ousmane Sonko. Respect de l'institution. Exactement. Et ça, c'est très important. Président de PASTEF, cité dans cette affaire, jugé pour menace de mort et viol. Il va falloir que ça se prouve et que ça soit avéré. Si ce n'est pas le cas, c'est un non-lieu. Et c'est pour cela que je dis qu'on peut avoir une lecture très fine de cette affaire, une patate chaude, quand on l'a entre les mains, on s'en débarrasse. Ça a été le cas avec Idrissa Seck dans l'histoire des chantiers de Thiès, un non-lieu prononcé à son faveur. Dernier élément sur ce plateau édition spéciale, on va parler de la sortie du livre de Cheikh Yérim Seck. Avant, on a vu Mor Talla Gaye, votre confrère, produire une documentation sur Idrissa Seck aussi pour parler de personnage de l'ombre, je pense que c'était le titre de Cheikh Yérim. Cheikh Yérim qui a évoqué beaucoup de dossiers, des dossiers pétroliers, la gestion du pays. Et pourtant, les journalistes, ou je dirais l'opinion, a préféré parler uniquement de ce passage où il cite Ousmane Sonko. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces jeux-là. Je veux dire, bon, l'opinion, disons, ceux qui ont la parole ont parlé. L'opinion, est-ce qu'elle a même lu le livre, quoi? Je veux dire, voilà, je pense qu'on... Voilà, moi, je ne l'ai pas fini. Pour ce que j'ai lu,
Voilà, j'en suis pas arrivé là. Pour ce que j'ai lu, je peux considérer en tout cas quelque chose, c'est que mon ami, cher Yérim Seck, s'est fait des ennemis à vie. Ouais, c'est sûr. Des deux côtés. Des deux côtés, de tous les côtés, qu'il s'agisse de l'opposition, qu'il s'agisse du pouvoir. Il a cité des personnes, nommément, il a parlé de deal, il a parlé de corruption, il a parlé de faits qui peuvent être très graves, dans tous les cas qui sont graves. Parce qu'il va falloir communiquer, démentir, communiquer, aller au procès. Donc, cher Yérim Seck, ce n'est pas un brûlot qui nous amène, c'est un tourbillon, c'est une tornade, je ne sais pas moi, qui l'amène en 2023, parce que ce livre-là est capital. Ce livre sort à un moment capital de notre histoire. Et je peux vous dire que, bon voilà, maintenant il faut espérer qu'il ne se soit pas brûlé. Il a fait un travail de journaliste. Je n'ai pas fini le livre. Je le lis aussi. Voilà, je suis en train de le lire aussi. Écoutez, le problème il est simple. On a coutume de dire, ça le Papa Lénian, on ne lui a pas dit ce que tu as dit est faux, on lui a dit qui te l'a dit. D'accord? Le colonel de l'armée qui avait sorti son livre, on l'a mis aux arrêts de rigueur, Abdoulaye Ndao, on lui a dit qui te l'a dit. Il serait temps aujourd'hui que quand les gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui posent des problèmes et tout, qu'on n'évacue pas le contenu pour dire qui te l'a dit, ou alors, mais avec le passé qu'il a eu, a-t-il le droit de dire ça? Moi je crois que le crime qu'il a pu commettre, il a été jugé, condamné, et tout. Il a le droit, c'est un citoyen sénégalais qui a tous ses droits et qui a le droit de réfléchir, de se poser des questions, de faire de l'enquête, de faire vraiment de l'investigation, de poser des faits. Si les gens, c'est pas la peine de dire oui, t'es quotas de mots comme on dit, de l'accuser de tous les mots. Répondons aux faits qu'il a posés. Dans le livre. Si c'est faux, il en répond au niveau des tribunaux. Si c'est vrai, les gens s'en expliquent. Aujourd'hui, je veux dire, on a l'habitude au Sénégal, quand quelqu'un est incriminé, on répond par une conférence de presse ou par une plainte qui n'arrive jamais. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Tous les mecs qu'on dit je porte plainte, je vous mets au défi d'aller au greffe du tribunal. Il n'y en a pas une qui a été déposée. On porte plainte dans les journaux. C'est tout, hein. Le gars, mon honneur et tout ça, je vais porter plainte. Presse comme avait dit Youssou Ndour. Ils ne portent jamais plainte parce qu'ils savent qu'ils vont devoir s'expliquer. Ce que Yérim Seck a dit, que les gens répondent aux choses qu'il a dit. S'il a dit des conneries, il y a un code de la presse. Hein. Voilà. Maintenant, est-ce que ce refus-là d'ouverture de cette production intellectuelle des journalistes, on l'avait vu avec le doyen Abdoulatif Coulibaly à la sortie de ces livres-là, Mort à la Gaille, je l'ai dit, aujourd'hui cher Yérim, est-ce que et du pouvoir et de l'opposition, on accepte finalement d'être critiqué, d'être voilà. Mais bon, à la différence que le livre de Yérim, pour ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est une tornade. Ouais. Il y a des choses, bon, moi je suis pas loin, enfin je suis à peu près la moitié. Il y a des choses effectivement sur lesquelles il va falloir plus qu'une conférence de presse pour s'en sortir, quoi. Voilà. Moi je crois qu'il faut aujourd'hui, si on veut être une démocratie majeure, il faut commencer à évacuer le problème du Covid, le problème du Prodac, voilà quoi. Et puis arrêter de protéger des gens qui, même si on a l'impression qu'ils ont menacé que dans leur chute, ils amènent avec eux qu'il y ait des dégâts collatéraux. Mais on s'en fout. Qu'il y ait des dégâts collatéraux. Tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Moi, je ne veux pas que Mamba Ignan fasse une conférence de presse pour me porter plainte contre qui répondent des questions qu'on lui pose par rapport à la question du projet. Il semble l'avoir déjà fait, il avait même démissionné de son poste autant. Oui, mais jamais personne n'a pu produire. Il est sorti par la fenêtre, il est sorti par la porte, il est revenu par la fenêtre. Personne n'a pu produire, mais non, je suis désolé. Les gens, il y a des choses sur lesquelles, attendez, il y a des choses dans ce pays où un procureur devrait s'autosaisir. En tout cas, c'était la promesse de Macky Sall en 2012, la reddition des comptes. Mais on a vu là où l'histoire a mené. Dernière question pour vous deux. Est-ce que cette histoire, le livre de Cheikh Yérim Seck aujourd'hui, avec toute cette polémique née de cette sortie-là, n'a pas noyé les véritables urgences du Sénégal? Non, bon. Le rapport il y aura le temps, il y en aura d'autres. Non, nous sommes qu'au 18 janvier.
Voilà, mais je pense qu'il faut donner une place à ce livre, qui pour moi est un cyclone. Il faut donner une place à ce livre dans nos jours, dans notre quotidien et pour cette année. Et je vous dis que ce livre aura des conséquences. Maintenant, on ne peut pas sortir, pour ce que j'ai lu, je veux dire, ne pas y répondre, ne pas... Je veux dire, ne pas... Il est obligé de s'expliquer. Voilà, ils sont tous obligés de s'expliquer. L'auteur comme les voilà, autres. le Sénégal est quand même une république avec des institutions. Je veux dire, pour ce que j'ai lu aujourd'hui... Il y a des choses graves. Waouh, c'est un cyclone. C'est un cyclone. Il y a des choses où j'espère qu'elles ne se sont pas passées comme ça. J'espère que mon pays... Attendez, il a précisé aussi dans sa préface qu'il avait que l'idée qu'il avait de son métier de journaliste lui interdisait de produire un livre pour casser son pays. D'accord ? De ce que j'ai lu, moi, où je suis arrivé, il y a des fois où il fait crédit au président de la République de son travail par rapport à sa fibre sociale, avoir développé tel ou tel secteur. Mais je pense qu'au niveau de la gouvernance, il est évident pour 90% des Sénégalais que la gouvernance sobre et vertueuse s'est transformée en eau pauvre et tortueuse. D'accord ? C'est un secret de polichinelle. Il y en a beaucoup qui voient cette production de Cheikh Yérim pour, au moins en faveur de Macky Sall. Bon, il faut le lire, vous savez. Il faut le lire. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne réponds pas là-dessus. Je ne réponds pas là-dessus, je n'ai pas lu le livre. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas lu le livre, je ne réponds pas là-dessus. Mais attention. Il faut le lire. Attention. Je me souviens du dernier livre de Cheikh Yérim, Le boulot des tremblements du Sénégal. D'accord ? Il y avait 300 pages. On s'est focalisé sur 22, parce qu'à ce moment-là, on a pris le chapitre qu'il avait consacré aux lutteurs. D'accord ? Et ça a fait le buzz pendant un mois. On n'a pas parlé des problèmes de l'éducation qu'il avait évoqués, des problèmes de l'énergie qu'il avait évoqués dans ce livre, des problèmes du comportement des Sénégalais. On n'a pas parlé de ça. La presse aujourd'hui a choisi, sans avoir lu le livre. La plupart. Il faut le lire. La plupart ont choisi le truc de Sonko. Et attendez, une dernière chose. C'est cette émission qui m'a fait ne pas le finir d'ailleurs. Attends, une dernière chose. En tout cas, c'est 244 pages. Le problème est parti de quoi? Le problème est parti que Cheikh Yérim Seck a fait une dédicace à un livre pour Ousmane Sonko. Et il a pris une phrase de son livre où il dit dans le livre que le leader du PASTEF empêche celui qui est au palais de dormir tranquillement sous les ordres et les dorures du palais. Il a pris cette phrase-là et il lui a mis ça en dédicace. Maintenant, est-ce qu'une dédicace... C'est une provocation intellectuelle aussi. Attendez, est-ce qu'une dédicace faite à titre privé, même à un leader politique, a vocation à être photographiée et à être balancée sur les réseaux sociaux? Mais écoutez, Jean-Pierre, la réponse de Cheikh Yérim Seck, elle est tout aussi sèche, elle est cinglante. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas une attitude de leader, d'avoir divulgué ça. Mais je pense que la fuite ne vient pas de lui, de Cheikh Yérim. Bon, écoutez, le livre n'est pas adressé à 1000 personnes. Il y a un seul livre avec une seule dédicace. Ce n'est pas en 1000 exemplaires. Ça veut dire qu'il faut faire... De toute façon... le livre, il faut le lire. Surtout. Je dis que c'est un cyclone. Surtout. Je n'ai pas fini de le lire. Après, il va falloir s'expliquer. Est-ce que Cheikh Yérim Seck a-t-il dit ce qu'il dit est-il vrai? Il devra en répondre. Absolument. Et d'autres qui ont été pointés du doigt devraient aussi s'expliquer. Voilà, un certain nombre. Il y a personne en prison. On connaîtra tous la suite. Voilà. En tout cas, j'ai été très honoré de vous recevoir sur ce plateau. On a parlé de plusieurs actualités entre doyen Correa. Un dernier mot. Ben écoutez, vous m'appelez quand vous voulez. Moi, je suis chez moi, je produis, j'essaie d'écrire un peu. J'essaie de réfléchir sur la marche de mon pays. J'essaie de réfléchir sur ce que va être mon pays, parce que simplement, j'ai des enfants, comme vous, et que bon, ma foi, c'est un pays merveilleux, quoi, et qui ne manque pas grand-chose pour que ce soit le plus beau pays du monde. Et c'est pas grand-chose, quoi. Et il faut juste prendre, et puis c'est juste remettre des choses à l'endroit, quoi. Remettre des choses à l'endroit, ça veut dire direct cotillon, quoi. Il y a une volonté politique, en tout cas, et de la part du pouvoir et des Sénégalais. Charles, un dernier mot avant de clore. Attendez. Par rapport à ce que disait Charles, cette année qui arrive là, cette année électorale, je voudrais m'adresser aux journalistes. Ils ont une énorme responsabilité dans la tenue des débats, dans l'information qu'il faut faire passer d'une façon ou d'une autre, pas seulement aux intellectuels avec des chroniques comme nous là et tout, mais de façon intelligente aux gens,
Parce que ce pays, nous l'avons tous en commun. Ils ont un rôle énorme. Surtout d'éviter le calendrier des politiques. On a un pays qui sans gaz. Il ne faut pas donner des boîtes d'allumettes à des irresponsables. Ouais, parfaitement. Okay? Et ça, c'est le rôle d'une presse qui doit être responsable et qu'il faut que cette presse-là sache que l'année qui vient est son année, que si on veut prouver qu'on a une démocratie qui est mature et pleine de vitalité, elle passe par une presse mature et pleine de vitalité. Voilà. Et je pense que Sunu Label TV est dans cette dynamique-là, en témoigne ce plateau. Charles, un dernier mot. Merci pour cette invitation. Merci aussi et bonsoir aussi à nos très chers téléspectateurs qui vous suivent. Comme l'a dit Jean-Pierre, hein, je pense qu'il faut des intelligences responsables. Yes, exactement. Le Sénégal a montré depuis très longtemps qu'en termes de démocratie, nous n'avons pas à rougir. Nous sommes un exemple. Maintenant, c'est vrai que nous sommes un pays très jeune. Et la responsabilité commence par une intelligence probante et au service de notre pays. Et comme l'a dit Jean-Pierre, nous autres journalistes devons prendre position pour notre pays, pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Exactement, surtout des positions courageuses. Et nous recevions Jean-Pierre Correa, notre doyen et journaliste, Charles Faye de la TFM pour évoquer toute l'actualité qui secoue actuellement notre pays, le Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.